Salut les coureurs, salut les triathlètes. J'espère que tout le monde va bien, va mieux que moi, puisque pour le moment ma préparation de Berlin elle est complètement à l'arrêt, vu que je peux à peine trottiner et que malgré les soins kinés, malgré le renfort, la douleur à l'insertion du tendon d'Achille passe pas. Mais bon, on va pas non plus se prendre la tête. C'est qu'une blessure, une de plus. Moi, ça fait très longtemps que je me prends plus la tête. Il y a des choses tellement plus graves que ça sert à rien de se frapper la tête contre les murs en disant oh là là, je suis blessé. Eh ben oui, je suis blessé et on va faire avec. Aujourd'hui, on va parler de plein de petites choses. J'ai des questions qui m'arrivent et puis je vais essayer d'y penser et de vous y apporter des réponses. Alors, on revient rapidement sur la chaleur. S'entraîner dans la chaleur, oui, c'est bien, ça fait progresser un petit peu comme l'entraînement en altitude. Par contre, bien entendu, il faut vous habituer et donc faire ça progressivement. Alors là, maintenant, ça fait 3 semaines qu'il fait très chaud. Vous devez tous commencer à être habitués, mais sinon, vous faites 20 minutes, puis 25, puis 30. Et puis, vous n'hésitez pas à rajouter des secondes à vos allures si vous avez besoin. Je vous rappelle qu'on peut faire très simple. On peut se dire qu'on rajoute une seconde tous les 2 degrés au-dessus de 20 degrés. Ça marche, ça permet d'adapter les séances. Si vous arrivez à les passer avec les bonnes allures, je vais vous dire, c'est beaucoup mieux. Moi, si je pouvais courir en ce moment, je sais que je travaillerais exactement aux vraies allures parce que 2 mois plus tard, à Berlin, il fera moins chaud et ça serait très profitable. Vous oubliez pas, bien entendu, pour le coup, de mettre une casquette sur la tête pour éviter le gros coup de chaud et de prendre à boire ou de positionner comme je le fais moi sur des boucles, des bouteilles d'eau que vous récupérez au passage ou pendant vos phases de récupération. Ça, c'est pas mal. Alors, on est au mois de juillet et certains coureurs me demandent s'ils doivent faire une coupure annuelle. Alors, je vais vous dire, faut plutôt faire l'inverse. Si vous partez quelque part et où vous ne pouvez pas courir, profitez-en effectivement pour vous reposer. Vous allez faire une croisière, écoutez, vous êtes sur un petit voilier, on va dire que c'est peut-être pas très pratique de courir. Si vous êtes un athlète de haut niveau et que vous vous entraînez en bi-quotidien depuis des mois, écoutez, oui, ça va vous faire du bien de couper pendant 15 jours. Alors couper, ça veut pas dire rien faire, hein. Ça peut être tout simplement faire autre chose. Ou alors, si par contre vous êtes un athlète lambda qui s'entraîne 4 fois, 5 fois par semaine, vous pouvez tout à fait décider de ne pas faire de séance pendant 2, 3 semaines, mais rien ne vous empêche d'aller courir. La vraie coupure, celle où on fait rien, il faut vraiment être très fatigué. Alors vous pouvez vous en servir un peu comme moi si vous êtes blessé en vous disant allez, je lève vraiment le pied, sachant que il faut faire attention, l'arrêt de l'entraînement ne fait pas forcément passer les blessures, hein. Moi, je vous cache pas que sur ma blessure, quand j'ai décidé de interrompre l'entraînement, c'est-à-dire d'arrêter les séances de qualité, il y a environ 4 semaines, parce que j'avais vraiment mal quand je les faisais, la blessure, non seulement elle n'a pas été mieux, mais elle s'est même dégradée. Le corps, il était en tension. Et le fait de relâcher ça, ça m'a pas vraiment fait du bien. Donc, il faut trouver le bon compromis. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de lever un petit peu le pied, mais ne pas couper. Vraiment, quand on coupe, c'est compliqué de revenir. Alors, l'intérêt de l'été, c'est que c'est rare qu'on prenne du poids l'été. Il fait chaud. Alors, hormis si vous faites apéro matin, midi et soir en picolant à côté, oui, là, mais là, on n'est plus dans du sport, hein. On est dans un comportement alimentaire qui pose problème, quelle que soit la période, et qui va faire que vous allez avoir du mal à reprendre. Parce que il va pas falloir tarder à reprendre. Et là, je vais parler à tous les marathoniens. Moi, mes coureurs qui vont préparer Valence, par exemple, qui est, on va dire, le plus gros marathon de fin d'année, j'aime bien faire des prépas longues sur 20 semaines. Ça veut dire que d'ici quelques semaines, dans 2, 3 semaines, on va attaquer. Alors, on va attaquer tranquillement, hein, donc préparation longue permet d'attaquer vraiment doucement, de repositionner des semaines de coupure un peu plus tard si on a besoin. Pour ça, moi, je préfère que mes coureurs, ils aient pas arrêté pendant l'été, même s'ils ont réduit. Mais le fait de continuer à courir fait que quand on attaque la reprise, on est vraiment bien. Alors, puisqu'on parle de marathon, vous allez tous attaquer vos prépas marathon bientôt, comme je viens de vous le dire. Qu'est-ce qu'on fait dans la prépa marathon? Moi, ce que je vais vous dire, c'est très important. Essayez de déterminer ce dont vous avez besoin. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Mais
si vous connaissez votre VMA ou si vous l'avez estimé même avec un test VM6. Vous savez qu'un marathon se court normalement entre 76 et 80% de la VMA, pour faire simple, hein. Bien sûr, il y a des athlètes de niveau qui vont plus vite et donc qui courent avec un pourcentage encore plus gros parce qu'ils courent moins de 2h15 par exemple et dont les temps de course sont beaucoup plus courts. Mais on va dire que 76-80, c'est bien. Si vous avez un profil qui est équilibré, vous avez une VMA, vous prenez votre calculette, vous tombez sur un chiffre sur le marathon et vous vous rendez compte que vos perfs sont très proches. Dans ce cas-là, dans votre plan d'entraînement, il est intéressant de travailler. Alors avec ma méthode, c'est obligatoire l'allure marathon cible que vous allez viser pour le jour de la course. Vous allez également travailler du seuil pour augmenter un petit peu ce pourcentage de VMA. Et vous allez travailler la VMA pour augmenter votre VMA, pour augmenter votre potentiel. Mais ça, c'est tellement peu de coureurs. Moi, j'ai 5 à 10% des coureurs que je coach au fil des années qui sont dans ce profil-là, qui ont besoin de faire tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de coureurs dont vous faites peut-être partie, qui ont une VMA qui a un certain niveau, qui font des 10 km à peu près à la vitesse à laquelle ils devraient les faire, qui font les semi-marathons à peu près à la vitesse à laquelle ils devraient les faire, mais qui ont des perfs sur marathon catastrophiques. Je vais prendre l'exemple d'une nouvelle coureuse que je vais prendre en coaching à partir de lundi pour préparer un marathon. Elle court le 10 km en 43 minutes, le semi-marathon en 1h37, super équilibré. Elle a fait son premier marathon dans une perf correcte, 3h45. Sauf que quelqu'un qui court le 10 km en 43 minutes et le semi en 1h37, il doit pas faire 3h45. Il doit faire largement moins de 3h30. Alors, cette coureuse, je lui ai déjà dit, écoute, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pas faire de séance de VMA du tout dans ta prépa. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien que j'augmente ton moteur, puisque pour le moment, ton moteur, tu n'arrives pas à l'utiliser complètement. Quand tu auras fait 3h25 sur marathon avec ce moteur-là, alors, si on continue à bosser ensemble, on fera de la VMA pour augmenter ton potentiel. Et ça, c'est vraiment important. Donc, faites vraiment les calculs. Si vous vous rendez compte que le pourcentage de VMA que vous tenez dans le temps, il est trop petit sur marathon, n'allez pas rajouter des séances de VMA courtes. Vous allez enchaîner les 400 mètres. Faites-en une de temps en temps pour pas perdre à la rigueur. Alors moi, je vais faire d'autres choses à mes athlètes. Je vais faire des séances de variation d'allure où on commence à allure marathon, on finit à allure VMA, des choses comme ça. C'est juste des rappels. Mais le travail de VMA, moi, je le garde pour les marathoniens qui ont un profil équilibré. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je vous l'ai déjà dit. Vous avez une allure cible pour le marathon que vous avez déterminé. Vous allez la bosser tout au long de la prépa dans votre sortie longue en augmentant petit à petit les volumes. Et dans la semaine, une deuxième séance de qualité où vous allez travailler le seuil, qui est vraiment l'allure la plus importante pour augmenter son pourcentage de VMA dans le temps. Je vous rappelle que quel que soit le nombre de séances que vous faites dans la semaine, vous le divisez par 2 et le nombre de séances de qualité que vous faites dans la semaine, c'est ce chiffre-là arrondi vers le bas si possible, si vous n'êtes pas un coureur expérimenté. Et si vous êtes un coureur expérimenté, on peut envisager de l'arrondir vers le haut. C'est-à-dire, si vous courez 5 fois dans la semaine, vous faites 2 séances de qualité, une séance en milieu de semaine, vous faites du seuil par exemple, et la sortie longue du week-end où vous allez intégrer de l'allure marathon. Si vous êtes un coureur expérimenté, on peut envisager d'en faire une troisième et dans ce cas-là, on peut faire une séance de qualité le mardi, une séance de qualité le jeudi et une séance de qualité le dimanche. On va parler alimentation.
j'ai pas mal de coureurs qui me posent la question. Oui, le poids, c'est important en course à pied, mais il faut pas faire n'importe quoi. Si vous vous mettez à faire un régime pour atteindre votre poids de forme, celui qui va vous permettre de performer, il est clair que c'est important. On va pas se mentir. 1 kilo sur marathon, ça a été chiffré à 5 secondes au kilomètre, ce qui est énorme. C'est-à-dire que vous pouvez faire d'énormes progrès juste en perdant 2-3 kilos. Et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc déjà, choisir les aliments corrects pour votre pratique. Ne pas oublier de manger des protéines à raison de 1,3 g, 1,7 g par kilo et par jour pour éviter la fonte musculaire. Moi, je vous conseille, quoi qu'il arrive, même si vous êtes en phase de perte de poids, de toujours manger une petite barre de protéines après vos séances de qualité. Il y a eu de la casse musculaire, ça vous permet de reconstruire ça tranquillement pour éviter que votre organisme y détruise votre masse musculaire. Quand on est au régime, on a tendance à surveiller ses calories. Il est important de se dire que quelle que soit votre dépense énergétique de la journée, vous ne devez pas descendre à moins de 500 calories en dessous de cette dépense. C'est-à-dire, si vous dépensez 2500 calories pour vivre dans votre journée, il ne faut pas descendre en dessous de 2000. Sinon, le corps réagit pas bien et va aller chercher des nutriments où il faut pas. Alors, vous pouvez calculer avec des applications, il y en a plein où vous scannez les produits. Voilà, ça, vous pouvez le faire. Mais le régime où on dépense 4000 calories et où on n'en mange que 1000, il n'est pas bon. Déjà, vous allez taper dans le muscle plus que dans les graisses et surtout, vous allez vous blesser. Vous allez être fatigué. Les filles, il faut faire encore plus attention que les garçons. Vous avez des carences puisque vous avez votre cycle hormonal qui peut poser problème par moment à ce niveau-là. Et si en plus vous êtes malnutri, c'est vraiment un souci. Fracture de fatigue, blessure, etc., etc., etc. Autre chose qui est important, quand vous faites attention à votre alimentation, dites-vous qu'il ne faut pas manger pareil tous les jours en termes de calories et notamment en termes de glucides. Si vous vous entraînez 3 heures dans la journée, vous pouvez manger beaucoup plus de glucides que si vous restez assis sur votre canapé toute la journée. Non, n'ayez pas une alimentation régulière. Ne vous dites pas, moi, je dois manger 2500 calories par jour. Non. Il y a des jours où vous devez manger 2500 calories et d'autres où il va falloir manger 3500 et inversement, des jours où vous allez réduire un petit peu. Alors, l'idéal, c'est de connaître votre métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories par jour qu'il vous faut pour vivre si vous ne faites rien. Vous avez plein d'applications qui permettent de le déterminer. Même maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous lui donnez votre poids, votre taille, votre âge, et il va vous donner un chiffre qui est peut-être pas exactement le bon pour vous, mais ça vous donnera déjà une bonne idée. Ensuite, il vous suffit de rajouter les calories que vous dépensez avec le sport pour avoir une idée de ce que vous dépensez dans la journée. Alors, moi, au niveau du sport, quand je compte, quand je fais vraiment attention, je divise par 2 les chiffres qui me sont donnés. C'est-à-dire que si on me dit qu'en 1 heure de course à pied, j'ai brûlé 600 calories, moi, je compte 300 calories pour être tranquille et pour pas me retrouver en surplus. Et ensuite, j'essaie d'équilibrer mes dépenses caloriques dans la journée. Alors, être en déficit, c'est bien pour descendre le poids petit à petit. Par contre, quand vous êtes au poids que vous cherchez, ben, il faut plus être en déficit, hein, aucun intérêt, puisque vous cherchez à stabiliser. Et il faut pas croire que continuer à maigrir serait une bonne chose. Il y a un moment donné où les kilos que vous perdez, non seulement ils vont pas être profitables, mais ils vont vous entraîner, comme je vous le disais, vers la blessure et vers le manque de force et la contre-performance. Donc vraiment, vous faites attention à ça. Ne tombez pas dans l'extrême. Faites attention. Notamment, je le répète, les filles, il y a beaucoup d'anorexie chez les athlètes de haut niveau féminin parce que justement, ben, il y a cette histoire de poids qui est primordiale pour la performance et la limite entre je fais attention et je mange ce qu'il faut et je mange plus, elle est très limite et les problèmes alimentaires, c'est très grave. Une fois que vous êtes tombé là-dedans, c'est dur d'en sortir. Vous avez une dysmorphie complète, vous avez l'impression d'être gros tout le temps, de manger trop tout le temps. Donc vraiment, faites attention à ça. Au niveau du matériel, alors je vous l'ai déjà dit, moi je considère qu'à aujourd'hui, quand on s'entraîne vraiment, on a l'avantage d'avoir des nouvelles chaussures avec des nouvelles mousses qui permettent des récupérations beaucoup plus grandes qu'avant.
Est-ce que les chaussures carbone augmentent les blessures? Alors j'ai cherché par rapport à plein d'études, il n'y a rien de très clair pour le moment. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser vos chaussures carbone pour les séances de qualité, bien entendu, mais notamment pour les sorties longues, et d'utiliser la paire de chaussures carbone que vous allez utiliser le jour de la course, pour vous habituer, pour pas vous retrouver le jour de la course avec une paire de chaussures qui va changer vos allures et que vous ne connaissez pas. C'est impératif. Si vous jouez au tennis, vous n'allez pas vous entraîner avec une raquette toute l'année pour aller essayer de vous qualifier à Roland-Garros dans les qualifs avec une autre raquette. Ça marche pas. Ça, c'est super important. Mais sinon, ayez une chaussure de footing également. Alors, est-ce qu'il faut changer de marque? Est-ce qu'il faut changer de modèle? Vous pouvez tout faire. Est-ce qu'il faut changer de drop? Il y a des coureurs qui changent un petit peu tout le temps. Normalement, le pied devient plus solide en faisant ça. Par contre, ce qui peut arriver également, c'est que le changement de chaussure, ça peut entraîner des blessures. Parce que la forme ne vous convient pas, parce que y a des choses qui marchent pas. Donc, faites attention à ça. Ne tombez pas dans le je change pour changer. Si vous avez une gamme de chaussures qui vous va bien, dans la même marque, c'est très bien. Moi, je tourne sur 2 marques. Mes chaussures de footing, c'est des Nike. Mes chaussures de compétition, c'est des Saucony actuellement, mais ça peut être des Nike. J'aime les deux et les deux me correspondent parfaitement. Donc voilà, vous pouvez faire tourner vos chaussures, mais vraiment reposez vos pieds de temps en temps. Alors moi, en ce moment où j'utilise moins les chaussures carbone, bon, moi en ce moment, je cours quasiment pas. Mais même là, je cours vraiment avec mes Nike, je crois que c'est des Infinity, où je suis bien dedans et c'est celle où j'ai le moins mal en courant. Donc, vous faites tourner les chaussures, mais si vous préparez un marathon, vous ne déconnez pas, votre chaussure marathon, vous l'utilisez pendant toute votre préparation. Ce qui sous-entend d'en avoir 2 paires, bien entendu, une qui sera quasiment neuve pour le jour de la course. Les mousses perdent de la qualité et donc c'est bien d'en avoir une paire qui sera quasiment neuve pour le jour de la course. On va parler du trail. Est-ce que vous pouvez faire du trail cet été? Si vous aimez ça, oui. Sinon, je vous dirais non. Non, parce que le nombre de coureurs que j'ai qui se blessent en faisant des trails parce qu'ils sont pas habitués, c'est impressionnant. Chaque année, j'ai des coureurs qui se font mal. Alors, c'est toujours le même message, hein. Non, non, mais t'inquiète, Michel, je le fais tranquille avec mes potes. Et oui, le problème, c'est que tes chevilles, au niveau proprioception, c'est pas terrible. Tu as une gestion visuelle du parcours qui est pas bonne. Et t'as beau passer ton temps à regarder tes pieds, tu vas mettre le pied sur un caillou, tu vas te faire la cheville. C'est du classique. J'en parlais avec mon kiné hier, qui est un trailer, et qui me disait, Michel, si tu avais le nombre de mecs qui se font mal aux chevilles en trail, que je récupère. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez le droit de tout faire, hein. Mais si votre objectif, c'est de faire de la course sur route, faites attention. Même tranquille. Dès qu'on met un dossard, on a tendance à être moins attentif, on essaie d'aller plus vite, etc. Et on peut se faire mal. Alors vous allez me dire, on peut se faire une entorse en courant sur la route tout seul, bien entendu. Mais un trail couru en compétition, quand on n'a pas l'habitude, ça fracasse les jambes, hein. Alors pas la montée, pas le plat, les descentes, mais au niveau des blessures, des chutes, voilà. Je suis pas pour, mais vous le savez déjà, pour moi, c'est 2 sports différents et on les mélange pas. Alors, je parle du trail en France et encore plus dans les régions où j'habite moi, hein, où c'est de l'escalade, où vous courez dans des chemins en dévers avec des cailloux qui bougent, où il faut mettre les mains parfois, hein. On parle pas de course nature sur des chemins forestiers. Alors, vous pouvez également faire du vélo, parce que le vélo, c'est de l'endurance et que l'endurance, elle est transmissible. Par contre, au niveau musculaire, vous allez travailler différemment. Et donc, ça peut même être un moment où vous allez récupérer de blessures, de douleurs, tout en gardant la condition physique. Vous pouvez également nager, mais alors pour vous entraîner en natation, il faut quand même avoir un niveau suffisamment élevé techniquement pour pouvoir faire un petit peu des trucs un peu longs. Si vous n'êtes pas capable de faire plus de 50 mètres, ça va être compliqué. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Alors vous inquiétez pas pour le chien, il a la clim.
Il a les fenêtres ouvertes aussi, même si clim et fenêtres ouvertes, c'est pas compatible. Et à l'arrière, je lui ai mis un gros ventilateur autonome qui marche sur batterie. Comme ça, il a pas trop chaud, mais bien entendu, je le laisse pas dans la voiture. On fait que voyager. Bon entraînement à tous, bonnes vacances à tous, puisque vous êtes beaucoup à être en vacances. Entraînez-vous quand même et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, quand vous lancez mes vidéos, laissez-les tourner, ne les accélérez pas trop, mettez-les en fond, parce que YouTube aime bien quand on regarde les vidéos entières pour le référencement.